à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Merci beaucoup à la médiathèque du centre-ville de Saint-Denis, à toute son équipe formidable. Parce que voilà, on travaille ensemble depuis des années, on organise régulièrement des projections, des rencontres, mais vraiment ce soir, cette rencontre nous tenait énormément à cœur et on a partagé cette envie d'inviter Michel Perrault et Wassila Tamzali. Donc merci beaucoup. Juste une petite information, le prochain festival Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient aura lieu à Saint-Denis du 15 mars au 1er avril. Comme vous le savez, la première semaine à Saint-Denis, puis après il se balade, il va à Paris. Et en particulier, le lundi 21 mars, au cinéma Le Luxor, il y aura 2 documentaires. Un documentaire de Karim Aynouz qui s'appelle Narges A, sur une jeune activiste du Hirak algérien. Un très beau portrait documentaire. Et ensuite, à 21h, le film Des femmes de Merzak Alwash, pareil, sur le Hirak, sur les mouvements féministes. Et il est tout à fait passionnant car il avait fait un premier film documentaire en 88, avec comme ça des témoignages d'associations féministes, etc. Et on se rend compte que les questions sont toujours présentes, bien longtemps après. Et je vous parle en particulier de cette soirée documentaire parce que c'est en lien avec la rencontre de ce soir, mais je vais tout de suite laisser la place à la rencontre. Michel Perrault, qui est donc historienne et professeure émérite d'histoire contemporaine à Paris Diderot, si je ne me trompe pas. Voilà. Michel, vous êtes pionnière sur la question de l'histoire des femmes. Et en début de carrière, vous avez aussi abordé celle d'autres types de minorités comme les ouvriers ou les détenus. Et juste à côté de vous, Wassila Tamzali. Vous avez débuté votre carrière d'intellectuelle en épousant la carrière d'avocate. Vous avez été avocate à la Cour d'Alger. Vous avez grandi dans une famille indépendantiste et vous participez à l'indépendance de l'Algérie très très jeune. Ensuite, vous avez été directrice des droits des femmes à l'UNESCO à Paris et vous avez particulièrement représenté les femmes de la Méditerranée, enfin défendu les droits des femmes de la Méditerranée en tant que fille d'une maman d'origine espagnole et d'un père algérien, arabe. Et en 2015, vous fondez et dirigez les Ateliers Sauvages, Centre d'art contemporain à Alger. Voilà, et pour ce qui est du reste, vous allez apprendre à connaître Michel Perrault et Wassila Tamzali à travers les lectures d'Isabelle Gouzou et des questions qu'on va leur poser à propos de La tristesse est un mur entre deux jardins, le livre qui nous amène ici. Extrait 1. La réparation. Extrait de Une éducation algérienne, début du livre. Le 11 décembre 1957, tout fut emporté par le souffle puissant du meurtre. Un jour, dans la longue guerre d'Algérie, le jour où mon père a été assassiné par un homme de sa ville, à 4 heures de l'après-midi. La nouvelle se propagea très vite. J'étais la seule à ne rien savoir quand, à la sortie de l'école, je descendis la rue des Vieillards. Il était 5 heures. Les commerçants se tenaient sur le seuil de leur boutique, le rideau de fer à demi baissé. Ils me dévisageaient. Un silence inhabituel m'accompagnait. Des amis de mes parents m'attendaient au pied de l'immeuble. « Tu ne peux pas monter chez toi, il est arrivé quelque chose de grave, viens avec nous. » Plus tard, ils m'emmenèrent dans la maison de mon oncle shérif où avait été déposé le corps de mon père. Je retrouvai ma mère et ma sœur, une enfant perdue au milieu de tant de gens, de tant de douleurs. Elle m'attendait en haut de l'escalier. Je ne pourrai plus jamais dire papa. La scène de l'enfant
Elle avait 7 ans. M'adressant une question en forme de prière est restée scellée en moi. Je ne pouvais lui dire ce qu'elle attendait. C'est un mauvais rêve, ne pleure pas. C'est alors que je pris la mesure de notre malheur. J'avais 15 ans et je sus qu'il durerait toujours. La tristesse est un mur entre deux jardins. Wassila Tamzali, page 28-29. La réparation. C'est prosaïquement coudre, coller ensemble les morceaux d'un objet cassé, fissuré, brisé, pour le reconstituer, en reprendre et en prolonger l'usage. Il y a dans ce geste quelque chose de très ancien, oublié dans nos pays de consommation boulimique où tout se jette. Il fut des époques pas très lointaines où réparer, raccommoder ensemble les morceaux éparpillés de l'objet brisé, du drap déchiré, les peaux des outres ou des tentes, était la seule voie possible, jusque dans les maisons bourgeoises aristocrates. Les vêtements portaient les traces de reprise, de raccommodage, de ravaudage. Le patchwork rapporté de Palestine par les croisades en France et dans le sud de l'Italie, que l'on retrouvera jusqu'aux États-Unis chez les femmes amish, nous parle bien de ces gestes anciens d'économie, de cet art, faudrait-il dire, de l'économie. Notons au passage que ces gestes de conservation sont attribués aux femmes. Ce qui fait la réparation, c'est sa trace même. Elle est comme une évidence et une composante du présent. La pratique du kintsugi au Japon, qui est la réparation des vases brisés avec de l'or, autant qu'elle est source d'esthétique, est une parabole de ce que nous sommes. Les résultats de la réparation sont moins lisses que ceux de la résilience. Jamais la fissure ne se referme complètement. Plus qu'un regret, il faut en faire un souhait, puisque c'est par là que passe la lumière. Comme le dit si bien Leonard Cohen, le poète et chanteur canadien, il y a une fissure dans tout, c'est comme ça que la lumière peut entrer. La lumière devient or et transforme un malheur en richesse, en énergie. Merci Isabelle. On voulait commencer donc par cet extrait sur la réparation, la métaphore de la réparation du kintsugi japonais, donc l'art de réparer les vases tout en laissant apparaître les failles et même en esthétisant les failles. Ce qui nous intéressait dans cette parabole, c'est que votre travail dans La tristesse est un mur entre deux jardins est un peu un travail de réparation, il nous semble, et un art du kintsugi à la fois mémoriel et littéraire. Et donc voilà, première question, est-ce que cette métaphore peut un peu recouvrir votre correspondance, puisqu'il s'agit d'une correspondance entre vous deux dans ce livre, donc peut-être Wassila Tamzali dans un premier temps, puis Michel Perrault. Ça marche. Oui, peut-être plutôt l'art du tissage. Parce que, au fond, Michel et moi, je le dis d'ailleurs dans la lettre d'envoi qui est au début du texte, dès le début, c'était une position un peu que j'avais prise, en tout cas, que j'avais partagée avec vous. C'était de ne pas faire un livre binaire, c'est-à-dire d'un côté les Algériennes ou les Arabes et de l'autre côté les Occidentales et les Françaises. Et donc de faire un travail pas de ravaudage, mais comme quand on fait un tableau, hein, de mettre ensemble un certain nombre de couleurs, et pour arriver à la fin du livre à une image qui sortirait de tout ce que nous avons dit, c'est-à-dire pas faire
binaire, sortir de la binarité, ce qui est, comme vous le savez, un enjeu très, très contemporain et souvent très difficile à comprendre. En tout cas, moi, je n'arrive pas à tout comprendre de la binarité, mais là, je l'avais saisi, s'agissant de parler de la condition des femmes de mon pays, de l'Algérie, par exemple, et je sais bien que dans l'esprit de notre éditrice, c'était en mettant face à face une Algérienne et une Française, on allait tomber un peu dans ce piège de raconter, moi de vous répondre, à un moment donné, quand vous abordez la question des femmes occidentales d'une façon assez globale, je vous dis, je ne réponds pas. Je ne réponds pas par ce qu'on pourrait logiquement attendre. C'est-à-dire que face à ce que vous dites, je vais mettre face ce que je sais. Ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de comprendre quelque chose qui dépassait cette comparaison, cette mise en confrontation, au fond, de deux situations, et essayer de faire un dessin. Donc c'est plutôt la réparation, oui, dont vous avez très bien saisi, surtout en commençant par ce 11 septembre qui m'a tellement marqué. Mais je pense que dans ce livre-là, ce que je vois moi, c'est un travail pour mettre en place des pièces de puzzle pour finir par faire une image. Et essayer de donner une image très vue de haut, une image des femmes, de l'histoire des femmes, dans laquelle participent aussi bien les femmes du Sud que les femmes du Nord de la Méditerranée. Avec, je ne dirais pas les mêmes problèmes, parce que ça, ce serait un peu tirer trop l'idée, mais avec des échos formidables entre les deux régions, même si les conditions matérielles sont extrêmement différentes. Dans mon travail à l'UNESCO, ce qui m'a permis d'aller loin dans la condition des femmes un peu partout, c'est que j'avais entre les mains, au fond, comme je disais toujours, j'ai la chance parce que je vis votre situation, mais dans une situation de caricature. Et je comprends mieux ce qu'on vit en France, parce que je sais ce qu'on vit en Algérie. Et c'est au départ à peu près la même chose. Voilà, c'est ça que je ne sais pas si vous êtes d'accord, Michel. Oui, oui, oui. Parce que je tiens à être... Alors, est-ce que ça marche là? Ça marche là cette fois? Oui. Alors, je voudrais dire trois petites choses. D'abord sur l'idée de réparation, qui me paraît très intéressante, très importante. C'est quelque chose que j'ai compris dans le dialogue avec Vassila. C'est que, bon, ma génération a été contemporaine de la guerre d'Algérie. Hein, et dans le milieu intellectuel dans lequel j'étais, nous étions contre la guerre d'Algérie. On a fait tout ce qu'on a pu pour lutter contre la guerre d'Algérie. Et en 1962, quand l'indépendance a été donc proclamée, on était comme soulagés, et en même temps, on avait envie de tourner la page. Voilà, l'Algérie, c'était fini, ouf, enfin, l'Algérie allait être indépendante. On pensait que, d'ailleurs, elle allait donner un modèle d'État indépendant tout à fait original. Mais d'une certaine manière, on tirait un peu l'échelle. Hein. C'est-à-dire que, ça y est, on n'avait pas mauvaise conscience, puisque nous, on avait été contre. Mais voilà. En dialoguant avec Vassila, bien des années après, bien entendu, j'ai réalisé davantage, je l'avais quand même réalisé avant, que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a la décolonisation, sans doute, mais il y a aussi le décolonial, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une longue colonisation, comme celle que la France a exercée en Algérie, qui a duré longtemps tout de même, ça laisse des traces très profondes, très profondes. Et que, par conséquent, on ne peut pas réparer comme ça. Voilà. C'est un processus beaucoup plus long par lequel les Algériens se réapproprient leur histoire, posent des questions profondes
à la France, hein, et que ce n'est pas fini. Voilà, hein. 1962, c'est pas fini. Le point n'est pas mis comme ça. Autrement dit, l'idée de réparation est une idée très intéressante parce qu'elle va plus profondément qu'un simple replâtrage, si vous voulez. Ça, c'est une première chose. Alors, ce que je voulais dire aussi, qui n'a rien à voir, c'est comment est-ce que nous avons fait ce livre, hein. Il faut peut-être quand même qu'on vous le dise. C'est pas du tout, il faut le reconnaître, un projet à nous, au point de départ, même si ensuite, nous nous le sommes appropriés, hein. Au point de départ, c'est Odile Jacob, l'éditrice bien connue, importante, hein, qui téléphone à Vassila. C'est Boris Cyrulnik, bien connu aussi, qui me téléphone. Bon, au printemps 2020, est-ce que, Vassila, vous dialogueriez avec Michel Perrault? Michel Perrault, est-ce que vous dialogueriez avec Vassila? Bon, mais on est un peu surprise quand même, hein. C'est la pandémie, on reçoit un coup de fil. Bon, bien. Ceci dit, quand, en ce qui me concerne, Boris Cyrulnik m'a téléphoné, heureusement, mais c'est un bonheur, je connaissais Vassila. C'est-à-dire que, pas très bien tout de même, pas très bien. Nous nous étions rencontrés dans des réunions. On avait même fait, un jour, on était ensemble dans une émission de radio, de télé, je ne sais plus exactement d'ailleurs quoi. Et puis j'avais lu ses livres, hein. Une éducation algérienne, Une femme en colère notamment, qui sont des livres importants et qui m'avaient beaucoup frappé. Autrement dit, oui, bien sûr, dialoguer avec Vassila Tabzali, sûrement, hein, c'est en effet tout à fait intéressant. Alors après, c'était la pandémie, donc ce livre, nous l'avons fait à la fois par téléphone et par texte. C'est-à-dire que on a commencé comme ça, bon, en sachant pas très bien ce qu'on allait faire d'ailleurs, hein, sur quoi nous allions parler, etc., etc. On s'est envoyé des textes. La première qui a reçu un texte a dit bon, bah, d'accord, qu'est-ce que je vais dire moi maintenant là-dessus? On a écrit, on se l'est téléphoné, on s'est fait des objections par téléphone, on a réécrit les textes et on a tissé, en somme, hein, on a tissé notre texte et effectivement, en dialoguant ainsi, on a avancé dans un certain nombre de problèmes. Voilà, c'est pour vous dire comment ça s'est passé. En tout cas, ouais, merci beaucoup pour nous donner un peu cet arrière-plan parce que c'est hyper intéressant, c'est vrai. Aussi, quand on commence le livre, vous expliquez vraiment comment vous y arrivez à ce dialogue, justement, comment vous l'avez construit. Et je pense que Wissam avait une autre question. Oui, mais c'est surtout que oui, c'est assez éclairant parce que c'est vrai qu'en tissant, comme vous dites, par la correspondance autour de différents problèmes, donc le décolonial, le féminisme, l'histoire, la mémoire, vous arrivez justement à dépasser les oppositions binaires, les catégories politiques qu'on a en tête, et du coup à nous transporter un petit peu dans un ailleurs, voilà, quelque chose de plus ouvert et qui se fait vraiment par le dialogue. Moi, ça me faisait aussi penser au dialogue philosophique, en fait, au premier dialogue philosophique grec, donc avec cette manière d'arriver à quelque chose de plus vrai en se parlant. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup touchée dans ce livre, c'est que vous prenez toutes les deux le parti de faire mémoire sans partir du ressentiment, et c'est une idée qui a l'air d'être très forte chez vous deux, notamment chez vous, Michel Perrault. Et donc je voulais savoir comment on fait pour, vous êtes historienne, donc comment on fait pour traiter la mémoire sans forcément appuyer sur les clivages, les ressentiments, mais sans non plus les invisibiliser. Voilà. Oui, le ressentiment, en l'occurrence, il pourrait, et il est quand même, de temps en temps, de la part des Algériens. C'est quand même de ce côté-là que les ressentiments. Hein, il y a inégalité de ce point de vue-là. Hein. Donc,
je sais gré à Vassila, c'est elle surtout, là, de dire on va dépasser le ressentiment, on va faire autre chose. D'ailleurs, Vassila va l'expliquer elle-même, bien entendu. De manière générale, c'est une attitude plus globale. Alors là, on va quitter l'Algérie une seconde. On fait l'histoire pour des quantités de raisons, hein, bien entendu. Et il peut y avoir une raison qui est le ressentiment. Hein. On peut très bien s'emparer d'une situation de domination et avoir envie de comprendre pourquoi. Mais justement, comprendre pourquoi, ça veut dire sortir de l'émotion, de la pure émotion, pour comprendre les mécanismes, les systèmes surtout, qui expliquent ça. On pourrait l'appliquer au rapport entre les hommes et les femmes, hein, puisqu'il est beaucoup question aujourd'hui, depuis longtemps, de la domination masculine, du fait que cette domination masculine, chez les femmes, se traduit par une dépendance, parfois même une violence, on le voit bien aujourd'hui, hein, avec les mauvais traitements sur les femmes, les féminicides, etc. etc. Est-ce que ça veut dire qu'en écrivant l'histoire des femmes, par exemple, on va régler nos comptes? Peut-être, hein, peut-être, dans certaines situations, certainement. Mais on va certainement vouloir aller au-delà de cela. Hein, au-delà de cela. C'est-à-dire, encore une fois, comprendre la situation, l'analyser, puisque là il concerne l'histoire, la voir à travers le temps, prendre une distance, hein, et d'une certaine manière, peut-être, alors là on reviendrait peut-être vers l'Algérie, ou d'autres choses, séparer la mémoire et l'histoire. Hein. La mémoire, c'est ce que les gens ont vécu. Et là, la mémoire peut être pleine de ressentiments, bien entendu. Hein. Algériens ou femmes, ou détenus, ou que sais-je, hein, on pourrait prendre beaucoup de situations. Mais l'histoire, c'est autre chose. L'histoire, c'est la distance, quand même. Hein. L'histoire, c'est la distance, c'est la volonté de comprendre, c'est la volonté de comprendre. Les femmes n'ont pas toujours raison. Voilà. C'est pas parce que nous faisons une histoire à partir de la situation des femmes qu'on va dire que les femmes ont toujours raison dans toutes les questions. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas nécessairement. Pas nécessairement. L'histoire, c'est prendre ses distances, c'est essayer d'avoir une analyse plus froide, ce qui n'empêche pas l'empathie, le désir d'apporter quelque chose à un groupe ou à une personne, etc. Voilà les quelques remarques que je voulais faire. En tant qu'Algérienne, le ressentiment, c'est presque un job quotidien. Hein. Je crois qu'il y a des Algériens dans la salle pour comprendre ce que ça veut dire. Hein. Il y a de quoi, hein, faut dire. Il y a de quoi. Je vais quand même essayer d'aller un petit peu plus loin que ce constat. D'abord, il faut savoir que c'est la première fois qu'on me proposait de faire un long débat avec une intellectuelle française. Oui, ça c'est étonnant quand même. Étonnant. Ah, oui. Mais je n'avais aucun ressentiment. J'aurais pu, parce que j'ai quand même été... C'est une forme de maltraitance. Ah ben oui, après tout, je suis intellectuelle. Ok. Non, mais on va essayer, je vais essayer de parler avec vous de choses qui sont compliquées et je ne les comprends pas toujours, ce que je vais vous dire, je ne comprends pas toujours. Voilà. Moi, je n'ai pas de ressentiment à titre personnel. Ça, c'est très important à dire. Parce que je fais partie de... Je crois que c'est la chose la plus précieuse dont j'ai hérité de mes parents. Plus que les maisons et le reste. C'est cette absence de ressentiment. Parce que d'abord, chez moi, on nous disait qu'on était beaucoup plus important et intelligent que les Français. Tout le temps. C'était vraiment à table, on nous disait ça régulièrement. Voilà. Il ne fallait surtout pas se prendre pour des Français, qu'on était mieux que les Français.
Excusez-moi, Michel. C'est comme ça que j'ai été élevée. Donc, moi, j'ai pas de ressentiment, mais je comprends, parce que je suis en empathie avec ceux qui ont du ressentiment. Et je crois que pour un Algérien, c'était un lot quotidien, parce que c'était l'humiliation, parce que c'était la pauvreté, la misère, la douleur, la ségrégation, etc. La colonisation, c'est terrifiant. Alors, par contre, je fais mienne les paroles d'Assia Djebar. Parce que Assia Djebar dit « je ne crie pas ». Parce que quand on a du ressentiment, on crie. Et ça agace. Je comprends que ça puisse agacer les autres. Mais elle dit « je suis le cri ». C'est pas la même chose. Et je crois que là, toute est la différence de mon attitude et de mon comportement, par exemple, et de ma différence avec une historienne. C'est-à-dire que étant le cri, je fais, c'est toujours à cette barre d'ailleurs, j'ai rien inventé, quand elle dit, avec le mot, j'essaye d'aller loin. C'est-à-dire que ne criant pas, en prenant le temps, en prenant les mots, en utilisant cette empathie que j'ai avec mon peuple, j'essaye d'aller plus loin. Et j'arrive parfois à aller plus loin, puisque j'ai réussi quand même à vous convaincre parfois. Et donc c'est ça, si vous voulez, la question mais ce ressentiment, il faut le comprendre, et il faut savoir que c'est un des leviers de la politique algérienne, et c'est un des leviers peut-être aussi qui explique comment, à chaque fois que le peuple algérien commence à penser sa liberté, hein, parce qu'il est toujours dans la libération et qu'il n'arrive pas à penser la liberté. À chaque fois qu'il essaye de penser la liberté, ne serait-ce que pour lui, pour ses enfants, au niveau de la maison, au niveau d'une nation qui pourrait arriver enfin à la liberté, il est repris par ce ressentiment, il est repris par ce ressentiment qui le plonge dans cet état d'être en train de se libérer. Parce qu'on est toujours dans la libération. C'est ça qui est compliqué. Là, avec Michel, je ne sais pas, on n'a pas tout à fait le même... c'est-à-dire que dans cette réparation que nous attendons, c'est pas une réparation d'ailleurs, parce que j'ai bien expliqué que on ne peut jamais réparer ces choses-là. On ne peut jamais réparer. Mais alors on peut se demander, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un mouvement des Indiens pour la réparation? Qu'est-ce qu'on pourrait réparer des Indiens aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on pourrait réparer des Amérindiens au Québec? Je vais souvent au Québec. Et pourtant, c'est là. La question, elle est sur la table. Donc, c'est pas une réparation au sens où on l'entend, la restitution de quelque chose, ou de l'argent, c'est vraiment d'entendre dans la parole de celui qui a commis cette faute, qui est, parce que la colonisation, c'est une remise en cause de l'ordre du monde, l'ordre des choses. C'est comme l'enfant qui a été violé par son père. Il entend qu'on dise que c'est pas bien. Et je crois qu'il y a ça de l'ordre. Alors je sais que c'est un peu pathétique quand je parle, mais je pense que ça rejoint une réalité. C'est-à-dire qu'on se demande, parce que les Algériens n'attendent pas d'excuses. Mes amis autour de moi ne veulent plus parler de ces choses-là. On en reparle quand la France en parle. C'est pas la même chose. C'est devenu un sujet français. C'est d'ailleurs le président Macron qui demande au président de l'Algérie de mettre sur pied une commission pour régler les mémoires. Parce que nos mémoires à nous, elles sont douloureuses, mais on sait il n'y a pas de conflit de mémoire. On n'est pas dans des conflits de mémoire. C'est ici qu'on est dans des conflits de mémoire. Donc c'est pas notre sujet. Mais on aimerait bien entendre, enfin, du côté
de l'État français, parce qu'il s'agit de l'État, il s'agit ni de M. Macron, ni de l'histoire, ni des historiens, ni des intellectuels, ni rien. C'est d'entendre la responsabilité de l'État français dans la colonisation algérienne. Il n'y a pas de... C'est pas de la littérature, ça, c'est vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et je pense que pour beaucoup d'Algériens, évidemment pas tous les Algériens, parce qu'il y en a aujourd'hui en Algérie, vous savez, moi je rentre d'Alger, qui vivent dans des situations terribles, économiques, et qui peuvent pas nous entendre. Mais quand je parle de ça, je parle aussi, je fais aussi une analyse politique, parce que ça a un impact politique très fort sur l'Algérie, sur tout cet essai d'instaurer la démocratie, d'instaurer de la liberté. On revient toujours, ce ressentiment nous ramène toujours en arrière, et il est très manipulé par les pouvoirs en place. C'est ça la question, vous voyez. C'est pas tellement... Je sais bien que ça ne va pas changer la vie des Algériens d'une baguette magique, mais pour ceux et celles qui sont engagés dans un mouvement politique qui essaye de faire avancer l'Algérie, qui essaye de trouver un peu d'apaisement, parce qu'il ne s'agit pas d'oublier, mais au moins d'être apaisé, enfin d'être apaisé, et de passer à autre chose. Oui, enfin, je sais pas. Alors j'avais aussi une question plus de méthodologique, puisque justement sur l'histoire donc de la colonisation, mais aussi les histoires ouvrières que vous avez traitées, Michel Perrault, il y a, j'imagine, un problème de source, puisque parfois les sources sont détruites, d'autres fois les sources sont manquantes. Et je voulais savoir quelle était votre position à toutes les deux, donc plus votre manière d'aborder ce manque, ce vide. Vous parlez à un moment, il y a un très beau passage dans le livre sur l'importance des sources orales pour faire l'histoire des femmes, et notamment l'histoire de tous les peuples illiterate, vous dites, de toutes les catégories de population qui n'ont pas accès à l'inscription, voilà, ni à la lecture, ni à l'inscription dans les registres officiels. Donc, est-ce que c'est des problèmes que vous rencontrez dans votre travail au quotidien, ou est-ce que c'est... Voilà. Oui, les sources de l'histoire sont très riches, très variées, et depuis quelques années, on n'a pas cessé de les enrichir. C'est-à-dire d'englober davantage de sources pour justement, par exemple, il y a, je sais pas, moi, il y a 50 ans, on privilégiait, mettons, les documents politiques, mettons, diplomatiques, officiels, imprimés, etc. Bon. On a étendu les sources aux archives, c'est-à-dire à ces documents manuscrits que l'on retrouve dans toutes les archives publiques, privées, etc. Et d'ailleurs, là aussi, on a élargi du public au privé. On a enrobé de plus en plus de sources privées, par exemple des correspondances, des journaux intimes, etc. Et puis, on a étendu encore aux objets. Tout ce que l'ethnologie nous a appris, c'est-à-dire à déchiffrer un panier, un morceau de tissu, des choses qu'on trouve un peu partout. Ça aussi, ça dit l'histoire. Ça dit les gestes, ça dit l'histoire. Et puis, depuis surtout les années 70, on a développé, et vous y avez fait allusion, ce qu'on appelle l'histoire orale. Alors, bien entendu, l'histoire orale a ses limites. Parce que pour faire parler quelqu'un, d'abord, il faut qu'il soit vivant. Et par conséquent, ça limite un peu dans le temps. Encore que, quand on fait de l'histoire orale, on peut être très soucieux de savoir ce que la personne qu'on interroge savait sur ses parents, sur ses grands-parents. On peut remonter.
assez loin. Et ça a été une source tout à fait considérable, notamment pour les gens illittérates, c'est-à-dire qui n'écrivent pas. Et dans les années 70, il y a eu pas mal d'enquêtes orales auprès d'un serrurier qui n'avait rien écrit, enfin je pense à certains livres, auprès d'ouvriers, et auprès des femmes. Hein, parce que les femmes étaient oubliées par le récit historique, absolument. Hein, et elles n'écrivaient pas l'histoire, c'était pas leur affaire. Et en allant les voir, en les faisant parler, on avait accès à tout un pan d'une histoire quotidienne, privée, cachée, inaudible, mais qui fait l'histoire. Parce que qu'est-ce que c'est que l'histoire si ce n'est pas l'histoire des gens, hein? Et par conséquent, leur histoire dans les événements, mais les événements publics, et puis tous les événements privés, un mariage, une naissance, à l'école, un oubli, etc. Autrement dit, l'histoire est devenue plus riche de la diversité des sources. Et pour l'Algérie, je pense que les historiens et les historiennes en Algérie s'en préoccupent. Il y a quand même un grand développement de l'histoire actuellement. Il y a un livre qui vient de paraître, malheureusement, le nom de l'auteur, je ne l'ai pas encore enregistré. Ça s'appelle Algérie 1962. C'est un livre qui vient de sortir. Voilà. Malika Rahal. Voilà. C'est une libération populaire ou non? Une histoire populaire. Une histoire populaire. Une histoire populaire. C'est un livre absolument formidable qui prend l'Algérie au moment de la proclamation de l'indépendance 1962. Qu'est-ce qui s'est passé en 1962, hein? Et là, l'auteur prend toutes les sources possibles, hein, aussi bien les écrits, bien entendu, ça va de soi, les journaux, etc., mais, étant donné que c'est 62, c'est atteignable, hein, c'est encore là, les mémoires exprimées oralement. C'est un très beau livre que j'ai regardé, mais pas encore lu, parce qu'il vient juste de paraître, mais c'est un très bon exemple de ce que l'on peut faire pour une histoire relativement récente et que l'on peut atteindre, hein, véritablement. Voici la Tamzali, cette question des sources, pour vous, votre histoire de l'Algérie, est-ce qu'elle a été à un moment un obstacle pour croiser avec votre histoire personnelle? Moi, j'ai pas écrit l'histoire, je suis pas historienne. Hein. J'ai écrit une éducation et l'algérienne est quand même un livre d'histoire. Oui, c'est un livre qui est, oui, c'est un livre personnel qui retrace des événements historiques. La question des traces et alors des archives, je vais ajouter quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec le livre que ce livre, c'est qu'aujourd'hui c'est une question qui concerne beaucoup les Algériens. Et par exemple, j'avais écrit un livre sur le cinéma, je crois que je t'en ai parlé, Emma, En attendant Margaret Latou. Et alors pour vous dire, autour de ce livre, on fait une réédition avec une maison allemande qui s'appelle Archive. Et la manière dont, avec une équipe algérienne, la manière dont on aborde cette réédition, c'est pas comme un travail éditorial, mais comme un travail d'archive. C'est-à-dire que le livre va être une entrée à travers des archives, des photos, des écrits. On va d'ailleurs faire une exposition aux Ateliers Sauvages autour de ça. C'est une entrée sur une période. Et aujourd'hui, on sent chez les Algériens qui écrivent ou qui participent de la création artistique, disons, au sens large du terme, on sent cet intérêt de reprendre la période des années 60, des années 70. Parce que, comme un moment qui a été très intéressant dans la mesure où il est arrivé juste après l'indépendance, et il était porté par une énergie, il était porté par une multiplicité d'énergies
D'ailleurs, vous allez voir le film de Merzak Alouache qui est sur les femmes, et dans ce film, il a déjà interrogé d'autres femmes. On sent qu'on est dans une période où l'Algérie se pense elle-même. Elle pense sur elle-même. C'est-à-dire, c'est pas tellement de l'histoire, ça, vous voyez. C'est plutôt essayer de voir, vous savez, toute cette image tellement rapide de la mini-jupe qu'on portait dans les années 60 à l'université d'Alger. Combien de fois j'ai rencontré des jeunes filles qui me disaient, ma grand-mère me disait qu'elle portait une mini-jupe. Elle ne peut même pas imaginer qu'on portait une mini-jupe à Alger. Et c'est toute cette période qu'on essaye de capter en ce moment. Donc, il y a de l'histoire là-dedans aussi, hein, il y a de l'histoire. Mais en général, c'est avec un souci je sais pas, de trouver un éclairage, de trouver de la lumière pendant cette période que nous sommes en train de vivre, qui est vraiment, vraiment difficile. Une éducation algérienne, je l'ai écrite sans une note. C'est-à-dire que j'avais pas de note. J'ai raconté mon histoire. Alors, est-ce que c'est de l'histoire? Non. Par exemple, je peux vous faire une confidence, c'est quand même un livre littéraire. Dans le livre, j'ai une très longue conversation avec le chef de cabinet du directeur général de l'UNESCO, qui était un ami. Je peux vous avouer que dans cette conversation, j'ai introduit d'autres éléments qui n'étaient pas dans cette conversation, mais qui développaient, c'est-à-dire que souvent, si vous voulez, le compte-rendu, c'est un peu comme un documentaire fictionné, c'est-à-dire que le documentaire va filmer une personne, mais il va créer un personnage avec ce qu'il filme. Et il ne fait pas une fiction, mais il ne fait pas non plus un documentaire. C'est toute cette frontière, au fond, qui est extrêmement poreuse entre l'histoire, entre la création, entre la littérature, et qui est sans doute née d'une nécessité d'avoir à saisir un objet. Parce que souvent le récit factuel, celui qui nous renverrait seulement à des dates et à des éléments factuels de l'histoire, ne nous rend pas, la matière, l'épaisseur, comment. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la démarche artistique, parce que quand aujourd'hui l'art contemporain algérien est aussi très marqué par cette recherche de la mémoire, cette recherche de la mémoire. Justement, en parlant de tout ça et aussi pour avoir le temps de poser encore d'autres questions, pardon. Justement, en parlant de cinéma, en parlant d'écriture et de rapport à la langue comme moyen aussi de parler d'histoire, de ce qu'on a vécu, je propose qu'on écoute un extrait de La tristesse est un mur entre deux jardins sur une expérience d'Assa Djebar. Merci. Aujourd'hui, et après le soulèvement populaire du vendredi 22 février 2019 en Algérie, qui pendant plus d'1 an se répétera, cette scène inimaginable de plusieurs dizaines de millions d'hommes et de femmes prenant d'assaut les rues des villes, les Algériens semblent avoir trouvé leur arabe. L'arabe parlé, différent de l'arabe classique. Aujourd'hui, toute une catégorie de personnes qui employaient le français dès qu'il s'agissait de questions autres que celles touchant aux affaires familiales et domestiques s'expriment en arabe parlé. Les linguistes pourraient expliquer le lien entre l'avènement d'une scène politique libre et nouvelle et l'usage de la langue propre aux individus. Ni l'arabe classique, ni le français. Il est trop tôt pour dire si la révolution du sourire, comme on l'appelle, aura le temps et les moyens d'inscrire des changements durables et irréversibles en Algérie. La répression de la liberté d'opinion qui s'abat maintenant sur les figures du soulèvement ne nous laisse pas beaucoup d'espoir, mais tout pousse à croire que pour la langue, il y a là quelque chose d'irréversible. Le Irak a rendu la parole aux Algériens, ce qui est déjà une victoire. Pour finir avec la langue et revenir aux femmes, car après le colonialisme et la religion, ces deux écrans entre le langage et la langue en Algérie, il nous reste à voir les effets du patriarcat et dans quelle mesure l'arabe est la langue du père.
Pour Assiad Djebar, né en 1936, c'est le père qui rendra l'usage de la langue arabe impossible en littérature. Djebar a beaucoup écrit sur ce sujet, mais c'est dans son dernier livre, Nulle part dans la maison de mon père, qu'elle donne la clé de son rapport à la langue arabe. Elle livre pour la première fois un souvenir de sa petite enfance. Elle a 6 ans environ, guidée par un petit camarade de pied noir, et elle apprend à faire de la bicyclette dans la cour de l'immeuble habité par les instituteurs de l'école publique française. Son père est un des premiers maîtres d'école algériens. Comme tous les jours, il pénètre dans la cour, il voit les 2 enfants, il ne s'arrête pas. Il ordonne à sa fille de le suivre. Arrivé à l'étage, il crie à sa mère en arabe. L'arabe semblait être la langue parlée de la famille pour les choses de la quotidienneté. « Je ne veux pas que ma fille montre ses jambes au village. » La petite fille ne reconnaît pas ce père adoré. Elle pense qu'il a une maladie soudaine. L'épisode de la bicyclette jette un éclairage sur le lien entre la langue arabe et le tabou sexuel qui pèse sur les relations entre un homme et une femme de ma terre. Citation de Djebar. Le père instaure dès l'âge de 6 ans chez la fillette un interdit qui l'accompagnera toute sa vie. Assiad Djebar avait une langue de rechange. Elle échappa à l'interdit du père, à la règle générale qui considérait la littérature comme une affaire d'hommes. Elle publie son premier livre en 1957, La soif en français. Elle a 24 ans. La presse littéraire française salue la Françoise Sagan algérienne. Merci Isabelle. Et bien toutes les trois, en fait, Wissam, Isabelle et moi, on a beaucoup aimé, on a décidé de vous faire entendre ce texte et cet extrait de texte parce que, en fait, on s'est rendu compte que peut-être que pour un auteur, et en particulier peut-être une autrice qui serait d'un pays ex-colonisé ou descendant de personnes de pays ex-colonisés, se poserait peut-être la difficulté dans le moment de choisir une langue d'expression, à choisir entre le français, soit on peut dire la langue du dominant, la langue dominante, la langue imposée à l'école par exemple, et l'arabe qui serait peut-être la langue du quotidien, comme on a parlé juste avant, mais qui pourrait être symbolisée comme, si on prend par exemple l'expérience d'Assiad Djebar, la langue du père, la langue d'une autorité masculine qu'on peut ne pas accepter, et aussi éventuellement la langue de la religion. Et en fait, donc, ça c'est une question qui s'adresse surtout à vous, Wassila. Je me demandais, quand on prend la parole par écrit ou à l'oral, puisque vous c'est un peu vos 2 domaines, vous êtes avocate et vous êtes aussi auteur, et qu'on est un ex-colonisé, comment on fait d'une langue, je dirais, dominante qu'on nous a appris à l'école, qui pour vous donc était le français, une langue personnelle, et si vous pouviez peut-être aussi évoquer votre rapport à la langue arabe comme langue absente, au passage, ça me ferait extrêmement plaisir. Je crois que c'est ce que j'ai écrit sur la langue absente. Hein. Oui. Écoutez, moi je parle algérien, mais en français. C'est comme ça. Moi, je parle algérien. Tout ce que je dis, c'est algérien. Je parle algérien. Et je crois que je suis vraiment convaincue, ça ne veut rien dire, mais je suis convaincue de la vérité, de ça. Et il y a une chose que je dois vous faire une confidence, c'est que moi j'ai vécu 22 ans à Paris, j'étais à l'UNESCO, je voyage beaucoup, j'ai toujours voyagé d'ailleurs, même avant, mais j'ai toujours vu, alors je sais que c'est un handicap, ce que je vais vous dire, mais je dois vous le dire, c'est ma limite. Moi, je vois le monde à travers l'Algérie, où que je sois. C'est-à-dire que je ne peux comprendre le monde qu'à travers, au fond, mon expérience algérienne. Et ça m'aide énormément, énormément. Je pense que mon travail à l'UNESCO sur le féminisme, parce que quand je suis venue à l'UNESCO, je n'étais pas féministe. Pour une Algérienne, le féminisme, c'était du gauchisme. Et nous, on voulait libérer le peuple. D'accord ? Le peuple des hommes et des femmes, en même temps. À l'époque, il
il n'y avait pas d'écriture inclusive, on disait le peuple. C'était le peuple des hommes et le peuple des femmes. Et donc, j'ai appris, et d'ailleurs, je vais vous dire, quand j'étais recrutée, le directeur qui m'a reçue à l'UNESCO, il m'a dit, je suis très contente de recevoir une femme algérienne, parce qu'au moins vous êtes normale. Parce qu'il avait peur qu'on lui mette sur le dos une Suédoise. Il a déchanté, parce que moi j'ai tout compris tout de suite. Et alors, ce qui m'a permis, si vous voulez, de bien comprendre le féminisme, c'est d'avoir été indigène. Et je vous assure qu'entre les deux, il y a des liens, des résonances très grandes d'être une indigène et d'être une femme. Vous voyez. Et c'est vraiment, je crois que j'ai découvert mon indigénité, à laquelle j'ai plus ou moins échappé, d'une certaine manière, à travers le féminisme. Vous voyez. Souvent, quand je dis des choses sur le féminisme, je pense que ça vient de cette question. Alors maintenant, pour revenir à ma langue, donc j'ai vraiment le sentiment de parler algérien en français. Je n'ai aucun complexe de parler en français, aucun. Mais j'ai une blessure. Et ça, je l'ai écrit d'ailleurs dans le livre, et je dois vous dire que ce livre a été en même temps qu'un apprentissage, parce que j'ai découvert des choses dans le livre. Et j'ai découvert en écrivant cette question des langues, que en réalité, j'avais deux langues. J'avais une langue présente que j'utilisais, et j'ai une langue absente, qui est la langue arabe. Et cette langue absente, l'idée m'est venue en lisant ce qu'a écrit Derrida sur le français. Quand on lui enlève la nationalité française, il dit « je n'ai plus de langue ». C'est-à-dire qu'il n'a plus de langue, le français n'est plus sa langue. Mais il dit qu'il n'a plus de langue parce qu'au fond, il ne parle plus la langue qu'il parlait dans sa famille. Et c'est un juif algérien et il devait parler l'arabe. Hein. C'est ce que nous apprend par exemple Béatrice Lama dans ce très beau film sur... c'est une intellectuelle... Le film... Béatrice un siècle, le film de Eger Scharf, qu'on a montré ici d'ailleurs, et qui est l'histoire... Et Béatrice Lama a été une des personnes importantes, puisqu'elle était avec Hélène Sixou quand elles ont fait le fameux à Vincennes sur la langue sur la littérature féminine, sur les femmes. C'est elle qui a fondé. L'histoire retiendra Hélène Sixou, mais c'est aussi Béatrice Lama. Et Béatrice Lama, dans son livre, explique qu'elle quitte la Tunisie à un moment donné, et que elle disait cette histoire, elle a dit une chose formidable, elle a dit au fond, nous étions prêts à quitter la Tunisie. C'est vrai que la Tunisie n'a rien fait pour les retenir, et que la Tunisie a même chassé un peu les Juifs de la Tunisie. Mais, en même temps, elle disait, nous étions prêts, parce qu'elle disait, je ne parlais plus l'arabe. Ma mère parlait l'arabe, ma grand-mère parlait l'arabe, et moi, je ne parlais plus l'arabe. C'est-à-dire qu'on a été, la colonisation française, l'attrait du français, je ne sais pas comment il faut l'expliquer, a complètement privé des populations entières, au fond, d'une langue maternelle. Et c'est dans ce sentiment en écrivant le livre, j'ai compris que moi j'adore écouter Keltoum, j'adore écouter la musique arabe, je suis vraiment très 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 sensible à la langue, etc., etc. Mais je ne la parle pas. Je la comprends à peine, et je la comprends à peine. Mais c'est une langue absente, c'est pour ça que je ne veux pas revenir sur la résiliation, mais il y a de ça, si vous voulez. Je ne veux pas la résilier, cette langue arabe. Je veux qu'elle reste en moi et qu'elle soit vivante et qu'elle continue à m'abriter. Voilà, c'est ça un peu mon histoire avec le français. Mais j'adore le français. Mais j'en doute pas, de toute façon vous l'écrivez très bien, donc ça m'étonne pas.
Et puis même si on parlait d'Hélène Cixous ou de Derrida, ça a aussi donné... Enfin, je pense que cette rupture aussi avec le français, elle a donné lieu à de la poésie, à des écritures francophones qui sont formidables, et qui ont beaucoup apporté aux auteurs français aussi. Enfin, en tout cas, moi je suis une grande lectrice d'Hélène Cixous et de Khatab Yassine. Tout à l'heure, notre amie Wissam a dit quelque chose d'assez formidable. Elle disait qu'au fond, on est en parlant d'elle, j'imagine, qu'on était des peuples de la littérature. Et je pense que le fait que j'ai cette langue absente et qu'au fond, le français, c'est pas ma langue, mais c'est ma langue parce que je n'ai que cette langue, ça m'a poussé à l'écriture. Je crois qu'il y a un décalage dans la langue qui pousse à l'écriture. Et c'est un petit peu ce décalage, je le reprends dans le livre, c'est Frantz Fanon qui dit cette chose absolument formidable quand il dit pour un homme, pour un colonisé, il y a un moment où il doit entrer dans l'humanité. Il n'y est pas complètement. C'est une phrase terrifiante, mais magnifique. Et je pense que j'ai un peu cette attitude avec le français. Je ne suis pas dans la langue française, je rentre dans la langue française. Et d'ailleurs, je suis dyslexique. Ça doit venir de là. Merci beaucoup, Wassila, pour ce témoignage. J'avais une question, comme j'avais une question personnelle pour vous, j'ai aussi une question personnelle pour Michel, pour équilibrer. Moi, Michel, ce qui m'a beaucoup étonnée en faisant votre biographie, c'est que j'ai vu que vous étiez intéressé à l'histoire des femmes très tôt, y compris au moment où vous avez fait votre choix de sujet de thèse, par là dans les années 50, j'espère que je ne me trompe pas, non. Mais par contre, en fait, le moment où vraiment vous faites votre coming out d'historienne féministe, c'est plutôt les années, fin des années 60, 70, voilà, avec une date qui a fait date, bref, que je ne retrouverai pas, mais je dirais 73, où vous proposez un cours à Paris 7 sur... mais les femmes ont-elles une histoire? Et je me demandais en fait quel avait été votre parcours entre le début de vos études et cette affirmation-là. Est-ce que vous avez eu des soutiens, des personnes sur lesquelles, des courants de pensée sur lesquels vous êtes appuyé? Est-ce que par exemple le fait de vous intéresser à l'anthropologie, l'ethnologie, ça vous a aidé, enfin vous appuyez sur d'autres disciplines, donc d'autres types de sources? Enfin voilà, je voulais vraiment connaître votre carrière d'universitaire et entre ces deux dates, quoi. En bref, je vais vous répondre en bref, parce que ça pourrait être long, en effet. Quand j'étais une élève de Labrousse, Labrousse a été un grand professeur de la Sorbonne qui a introduit quelque chose qui vous paraît probablement banal maintenant, mais qui était très neuf à l'époque, qui était l'histoire économique et sociale. Voilà, qui n'existait pas. Et j'étais très séduite par cette histoire et je n'étais pas la seule. Labrousse avait beaucoup de succès, beaucoup d'élèves, beaucoup de gens dans ses cours, etc. Et au moment ce qu'on appelait à l'époque le diplôme, qui correspond au master à peu près, on allait trouver un professeur pour lui demander de diriger naturellement la recherche. Et je vais le voir, il me dit « Mademoiselle, sur quoi voulez-vous travailler ?» Je lui dis « Monsieur, peut-être sur le féminisme. » Et il me regarde très gentiment. Il me dit « Mademoiselle, vous ne ferez pas carrière avec ça. » Et je dois dire que, au fond, je pensais qu'il avait raison. Et j'ai pas insisté. J'étais un peu provoque comme ça, je voulais voir ce que ça allait donner. Au fond, ça me plaisait, parce que, en effet, l'histoire sociale, dans les années 50-60, c'était notre horizon, tout à fait. Donc, aucun remords, aucun regret, etc. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne m'intéressais pas aux femmes? Non, pas du tout. 1949, j'étais toute jeune étudiante. Simone de Beauvoir publie Le Deuxième Sexe. Et Le Deuxième Sexe a été pour moi un livre absolument pionnier, que j'ai trouvé difficile d'ailleurs. Je me souviens quand j'ai ouvert le livre,
j'étais en train de préparer l'agrégation. Oh, je me suis dit, ça sera pour plus tard, ça. Hein. Je l'ai refermé, je me suis dit, je vais regarder ça plus tard. Mais à côté du livre, formidable, formidable, et toujours formidable aujourd'hui, il y avait aussi la personne de Simone de Beauvoir. Hein. C'était une femme belle, hein, très belle quand elle était jeune, bien sûr, libre, bon, conduisant sa voiture, voyageant, distinguant les amours essentiels des amours contingentes, etc., etc. Une figure extraordinaire de la liberté, et en même temps une créatrice. Une femme qui dit, moi je veux écrire, voilà, hein, et parce que je veux écrire, je n'aurai pas d'enfant. Donc une femme qui choisit absolument son destin. Formidable. C'était quand même une très belle figure de la liberté. Donc, féministe, je l'étais, mais pas au fond dans mon écriture de l'histoire. Ça, c'était plutôt le social. Et c'est vrai que c'est le mouvement de libération des femmes des années 70 qui fait que, engagé dans ce mouvement à la base d'ailleurs, manifestant, etc., je me suis dit, mais c'est bien joli tout ça, je manifeste, etc., mais en histoire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je parle des femmes dans mes cours? Ben non. Hein, non. Et ça a été un peu comme Saint Paul sur le chemin de Damas. Hein. Ça a été mon illumination. Je me suis dit, mais voilà ce qu'il faut que je fasse. Hein. J'avais déjà passé ma thèse, tout ça. J'étais déjà professeur à l'université. J'avais un petit pouvoir, par conséquent. Je me dis, voilà, on fait des cours sur les femmes. Les femmes ont-elles une histoire? Et le titre interrogatif, d'ailleurs, montre qu'on n'en était pas si sûr que ça. Hein. On était à ce moment-là, très accroché à l'anthropologie. Hein. Lévi-Strauss. Bon, échange des biens, échange des femmes, les structures de la parenté, etc., etc. Et dans une vision anthropologique lévi-straussienne, il y avait des structures qui se reproduisent, où il n'y a pas d'histoire. Hein. Et par conséquent, on cherchait les femmes dans l'anthropologie sans voir, en effet, l'importance du changement de l'histoire, etc. Et c'est en faisant cette histoire, en posant la question, qu'on l'a découvert. Le problème de la question de l'histoire, c'est le temps. Hein. C'est les changements dans le temps. Par conséquent, ce n'est pas uniquement des structures, c'est ceux qui changent dans les structures. Bon, de l'histoire, il y en a. On pourrait même dire que l'humanité n'est qu'histoire, à la limite. Hein. Et par conséquent, je crois beaucoup au bien fondé d'une recherche historique. Et voici là, vous avez quelque chose à ajouter à cela. Oui, moi, elle m'a donné un mantra que je sors tous les matins pour ne pas m'oublier. C'est quand elle parle d'un changement, elle dit qu'il faut qu'il soit émotionnellement concevable. Et je pense que c'est une clé parce que, évidemment, quand on travaille sur la question des femmes, on est frappé par ce que Geneviève Fraisse appelle la ritournelle, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui reviennent, on se dit pourquoi ça change pas? Et un jour, ça change. Et on ne sait pas pourquoi. MeToo, par exemple. Pourquoi c'est arrivé? Et je pense qu'elle introduit, justement, dans l'histoire, dans l'analyse politique, dans l'analyse sociologique aussi, elle introduit une dimension qui est peut-être beaucoup plus difficile à saisir, qu'on peut saisir à travers l'air du temps, à travers l'art, à travers beaucoup d'autres choses que souvent les faits, à travers l'imaginaire, à travers et Dieu sait que c'est important. Je voudrais dire que je suis très contente que dans la salle il y ait Marie-Josée Monzin qui travaille tellement sur les images et qui m'a tellement aidée à comprendre certaines choses. Et je pense que cette phrase est très très importante, vraiment très importante. À un moment donné, vous voyez par exemple la question de MeToo. Combien d'années, combien de choses on a écrites là-dessus? Depuis, dès les années 70, 75, 60, 80, la violence sexuelle est devenue un des thèmes centraux de la réflexion. On en a parlé, le harcèlement, on pourrait, si on devait remettre les textes ensemble. Et il a fallu, à un moment donné, que ça arrive, ça explose, quoi. Ça arrive à... et c'est très, très, très important. Et pour beaucoup de choses, par exemple,
en Algérie sur la question des femmes, moi j'avais beaucoup espéré que le Hirak, ça allait être justement un déclencheur, que ça allait porter par l'enthousiasme général, on allait aussi porter la question des femmes. Pas du tout, ça n'a pas fonctionné du tout. On s'est fait renvoyer, on s'est fait même attaquer physiquement, hein, on s'est fait attaquer physiquement. Voilà, et vraiment, moi elle m'a éclairée. Hein. Et puis il y a tous les... Et bien, justement, par rapport à, parmi les références que vous avez en commun, les outils, on va dire, conceptuels, il y a Françoise Héritier, donc, mais il y a aussi la notion d'universalisme ou d'universalité. Et avant de vous poser une question spécifiquement à vous deux là-dessus, j'aimerais qu'on entende un extrait lu par Isabelle. Alors là, il s'agit de Michel Perrault, page 166-167. Je tenterai de répondre à vos questions, d'abord sur le féminisme et l'universel. Le féminisme français s'est construit dans une conjoncture politique créée par la révolution des droits de l'homme. Il en porte la marque indélébile et sans doute l'espoir indéfectible. Il est né de la contradiction entre le principe affirmé de l'universel, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et sa non-réalisation. Première nécessité, briser l'ambiguïté du langage, tous les hommes. Pour beaucoup, il allait de soi que cela désignait tous les êtres humains, dont les femmes. Mais sans doute pas pour ceux qui établissaient des différences entre les humains, inégalement doués de raison, de capacité et donc de responsabilité. Se faire reconnaître comme être humain, comme individu complet, digne d'accéder à toutes les possibilités, fut la première ambition des femmes qu'on n'appelait pas encore féministes, telle Olympe de Gouges. Il faut bien voir l'espoir qu'engendre l'universel. Dans sa neutralité même, il ouvrait des horizons infinis aux individus indéterminés. Il affranchissait chacun des prisons qui le maintenaient captif. L'ordre, l'esclavage, le sexe. Il ignorait les particularismes et les singularités. Les femmes pouvaient espérer se libérer du fardeau de la féminité, franchir les obstacles qu'on leur avait sans cesse opposés à ce titre, dans tous les domaines, retrouver la voie ouverte par Descartes qui affirmait que la science n'a pas de sexe. L'universel dissout les différences et les spécificités. Il y a en lui une perspective d'ouverture et d'abolition des frontières au profit d'une libre circulation propice aux ambitions et aux désirs. C'est la promesse de l'aube et de l'aventure à des êtres libérés d'entraves. C'est déjà moi aussi que le #MeToo contemporain ressuscite d'une certaine manière. Différemment certes, en raison de l'histoire multiséculaire des sexes et du corps, des sexes ancrés dans le corps, on comprend le frisson ressenti par les femmes de la Révolution, celles qui avaient la chance de la vivre en direct ou à proximité. Quel espoir et quelle déception. Merci Isabelle. On a choisi cet extrait, il y en a beaucoup en fait qui parlent d'universalisme et d'universalité dans La tristesse est un mur entre deux jardins, mais on avait choisi cet extrait parce qu'il montrait bien une forme d'ambivalence dans l'universalisme que vous présentez de façon extrêmement nuancée toutes les deux. Alors déjà pour commencer, je voulais savoir si vous pouviez me donner votre définition, ou en tout cas votre perception de ce concept-là, et aussi essayer de déterminer, puisque vous le faites de toute façon dans ce livre, comment ce concept-là, qui est un peu polémique, est-ce qu'il résiste aux luttes des minorités, c'est-à-dire les luttes des femmes, aussi les luttes des ouvriers ou des personnes racisées, ou est-ce qu'il y a une possibilité pour que justement il adhère à ces luttes-là, mais à sa façon? Définir l'universel n'est pas simple. Hein. C'est un horizon d'attente. L'universel, c'est ce qu'il y a de commun à tous. Hein. Et en posant le problème que tout être humain est un autre, et qu'un autre est tout être humain. Voilà. Mais le problème, c'est que l'universel a souvent été un masque. Hein. Il a été dénié immédiatement, et
Et très souvent, en s'abritant derrière l'universel aussi, on niait les différences. Voilà. On appliquait cette belle idée de l'universel, et ça nous servait un petit peu quelquefois, sans même qu'on s'en rende compte, comme un voile tendu sur les différences. C'est pourquoi il y a eu à certains moments, et toujours maintenant sans doute, le désir de déchirer le voile de l'universel. Je pense à un livre de l'américaine John Scott, par exemple, qui montre, qui critique ça. Elle critique vivement la croyance que les Français, en général, ont eu de l'universel, en se rendant pas compte que c'était un peu hypocrite, en définitive, et que ça masquait les différences. Et c'est vrai que dans les années 80, 70, 80, 90, si vous voulez, on a été en quête des différences. On a au contraire un petit peu voulu penser contre l'universel, ou tout au moins montrer ce que l'universel masquait. Hein. Et je crois qu'on a eu raison. Il fallait découvrir toutes ces différences, et il faut continuer à les découvrir. Mais est-ce qu'il faut pour autant abandonner l'idée de l'universel, c'est-à-dire un objectif de l'égalité absolue, de liberté pour tous, etc. Probablement pas. Hein, probablement pas. Autrement dit, il faut tenir les deux bouts de la chaîne, c'est pas facile, hein, en continuant à viser cet universel qui est quand même un très bel idéal, hein, mais en y réintégrant sans cesse les différences qui font que les gens n'accèdent pas à l'universel, parce que justement ils sont enfermés dans des différences qui sont souvent des discriminations. Le problème d'une différence qui devient discrimination. Une différence, c'est très bien, après tout. Hein. Être différent, au contraire, c'est une richesse. Hein. C'est embêtant si les gens sont tous pareils. C'est vraiment très, très ennuyeux. Mais si une différence devient une discrimination, quelque chose qui vous enferme dans un statut inférieur ou marginal, là, c'est quand même un vrai problème. Donc, c'est pas commode tout ça. Hein. Bon, moi je vais dire des choses tout à fait différentes. Justement. D'abord, l'universel, c'est une conviction, donc on ne peut pas l'approuver, on ne peut pas apporter des arguments. Je vais vous parler de l'universel dans comment ça me sert, qu'est-ce que j'en fais dans mon travail en Algérie pour comprendre la situation, comment je me situe, c'est ça qui est important. D'abord, l'universel, c'est l'universalisant, hein, comme dit Jean-Paul Sartre, l'universel reste à faire, évidemment. Il est toujours là à faire. On arrive à une situation, mais il y a encore à faire. Donc il est toujours à faire. Ça, je crois que c'est vraiment important. Et j'ai cité dans le livre un poète allemand. Alors le nom, évidemment, c'est un peu compliqué, c'est presque à la fin, qui a éclairé cette idée d'une façon absolument magnifique, qui rappelle d'ailleurs que quand Kant pense l'universel, c'est en même temps, dans la même période, vraiment très proche du temps où on commence à parler, à dire que l'univers est infini. Donc il y a dans l'intelligentsia de cette époque cette notion de infini, l'infini. Et je pense, il s'appelle Durs Grunbein, voilà. Et Durs Grunbein fait un texte qu'il appelle sur les fontanelles. Vous savez, les fontanelles, c'est cette petite peau qu'un enfant a en naissant et qui reste ouvert pendant 2 ans, je crois, et qui est la seule partie du corps qui est ouverte sur l'infini, sur l'univers. Et donc, c'est une belle image de l'universalité.
C'est-à-dire que l'universalité, c'est quelque chose qui reste ouvert sur l'univers. Et il ajoute que quand on a voulu mesurer le crâne de Kant, parce que ça intriguait tout le monde, on s'est rendu compte qu'il avait les os qui n'étaient pas encore fermés. Donc ça peut vous donner une idée de ce que ça voulait dire l'universel. Et moi, c'est une image qui m'a beaucoup aidée et qui a été nécessaire. Parce que j'ai tout à fait conscience que l'origine historique de l'universel n'a rien à voir avec mon pays, n'a rien à voir avec l'endroit où je vis. Mais si pour Kateb Yassine, la langue c'est son butin de guerre, pour moi l'universalité ça a été mon butin de guerre. Parce que j'avais besoin d'une boussole pour me diriger dans ce monde, dans cet univers qu'est l'Algérie. Parce que quand vous parlez de choc des cultures, le choc des cultures c'est dans nos pays. C'est dans nos pays on est confronté, c'est pas en Europe. Parce qu'en Europe c'est des sous-cultures qui s'intègrent les unes aux autres, il suffit de bien regarder. Mais dans nos pays, d'ailleurs on arrive à des guerres fratricides, il y a eu des guerres civiles. C'est vraiment des chocs de culture avec des appartenances très fortes à des mondes de valeurs tout à fait différents et qui ont beaucoup de difficultés à cohabiter. Quand je dois dire que mon travail à l'UNESCO, ça a été très très formateur. Parce que quand je suis arrivée à l'UNESCO, j'avais en charge les droits des femmes, mais dans une organisation qui a comme première mission le développement et le respect des cultures. Donc il fallait que je joue avec le respect des cultures et avec l'universel. Et ça a été un exercice extrêmement formateur. D'ailleurs, si vous reprenez le féminisme, c'est aussi l'égalité entre deux choses différentes. Et ça fait réfléchir. On n'est pas en train de parler de l'égalité entre deux bouteilles d'eau minérale. On est en train de parler de l'égalité entre deux choses différentes. Ça vous oblige à réfléchir. Ça vous oblige à réfléchir à ce que c'est que l'égalité, est-ce que c'est que la différence, etc., etc. Et je dois dire que cette partie de ma vie, dans les années 70, 80, 90, 2000, a été très marquée par ce travail que j'ai fait à l'UNESCO pour essayer de comprendre comment on allait faire. Parce qu'en même temps, la loi de l'UNESCO, comme de tout le système des Nations Unies, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est vraiment le Coran, quoi. C'est le texte fondateur de la communauté internationale dans laquelle je travaillais. Mais pour vous donner un exemple à quoi j'étais confrontée, le premier rapport qu'on m'a demandé de valider était un rapport qui avait été demandé à des experts, je pense que c'était peut-être des Anglais ou je ne sais plus qui. Il fallait un questionnaire pour les femmes égyptiennes de la Haute-Égypte, des paysannes. Et la première question qu'on leur posait dans ce rapport, c'était « Est-ce que les femmes sont égales des hommes ?» Alors j'ai arrêté. Et là, je suis allée voir mon directeur, j'ai dit « Écoutez, ça ne peut pas marcher. Parce que ce n'est pas la première question qu'on pose. » Elles vont dire non, toutes elles vont dire non. Ce n'est pas la peine de continuer. Elles vont toutes dire non, évidemment. Parce que l'éducation, la culture, etc., les femmes ne sont pas les égales des hommes. Il y a une hiérarchie. C'est ça la réalité de l'Algérie, c'est ça la réalité de l'Égypte, c'est ça la réalité. Après, évidemment, vous avez des gens comme vous, comme moi, qui pensent le contraire. Mais le problème, c'est, dans notre travail, c'est comment toucher les gens qui ne pensent pas le contraire. Et comment les faire adhérer à travers leur culture. Parce que si vous ne les faites pas adhérer à travers leur culture, vous n'obtenez rien du tout. Voyez-vous. Quand moi j'ai décidé d'accepter ce poste à l'UNESCO, que j'ai quitté l'Algérie, j'avais 40 ans. Et je me disais la chose simple, je me disais, après tout, l'Algérie est à son rythme, moi je pars, je veux vivre ma vie de femme. Voilà ce que je me suis dit. Et j'avais l'impression qu'entre moi et l'Algérie, en gros, le peuple, etc., il y avait quelque chose qui ne pouvait pas se passer.
Et quand en 1994, je suis retournée dans une manifestation de femmes contre la violence, et que j'ai vu une femme du peuple, les cheveux tout décolorés, blonds, une femme qui parlait, qui avait un corps déformé par le travail, par la pauvreté, et qui était en face d'une jeune fille habillée tout en noir avec un voile de salafiste. Elle avait même la peau blanche, diaphane, c'était impressionnant. Une sœur, quoi. Une sœur, une mystique, une mystique. Et cette femme hurlait, lui disant « Non, jamais ma fille ne remettra le voile. Je me suis battue pour ça. » Et moi, j'étais sidérée, j'étais impressionnée. Je me disais « Mais c'est incroyable. Je ne pouvais pas penser ça. » C'était simplement une différence de langage que nous avions. Elle ne parlait pas comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais elle parlait avec son cœur. Et elle avait ce désir de liberté pour sa fille. Ce désir de liberté que j'avais pour moi. C'est pour ça que je suis allée à Paris. Et entre elle et moi, il n'y avait aucune différence, sinon de langage. Et donc, c'est tout ce travail que je me suis mise à essayer de faire à l'UNESCO pour me rapprocher des cultures. Par exemple, dans ce fameux questionnaire, j'ai rencontré les experts. Je leur ai dit, il ne faut pas commencer comme ça. Il faut leur demander combien d'heures de travail elles passent. Il faut leur demander qui s'occupe des enfants, qui donne à manger aux enfants, qui fait pousser, qui remplit, qui nourrit les bêtes. Et après, à la fin, vous pouvez leur dire, est-ce que vous avez autant d'importance que votre mari pour la famille? Elle va vous dire oui. Alors, est-ce que vous pensez que vous êtes l'égal de votre mari? Elle va peut-être vous dire oui. Vous comprenez? Et c'est tout le travail que je vois, moi, dans l'universalité. Alors maintenant, il y a une nouvelle question. C'est que c'est remis en cause à travers le féminisme décolonial et à travers beaucoup d'autres sujets. La chose très ironique, si vous voulez, c'est que une des porte-paroles décoloniales féminisme, qui est Françoise Vergès, qui est venue me voir à Alger dans les années 76, et à qui j'ai dit « Pourquoi vous êtes venue me voir ?» Elle m'a dit « Mais parce que vous êtes une femme libre, vous êtes féministe ?» J'ai dit « Non, je ne suis pas libre d'abord, et je ne suis pas féministe. Parce que le féminisme, c'est du gauchisme. Nous, on va d'abord libérer le peuple. Et après, et la femme va se libérer avec le peuple, mais pas séparément. Mais c'est le temps qui m'a fait comprendre qu'il fallait un féminisme autonome à l'intérieur de cette grande idée, que jamais le peuple des hommes ne libérera les femmes sans qu'elles leur demandent, sans qu'elles exigent, sans qu'elles se bagarrent, et sans qu'elles... C'est pour arriver à l'universel. Parce que l'universel, ça se conquiert. C'est pas une chose qui est... c'est pas une chose qui se... Mais il faut une conviction au départ. Maintenant, je vais ajouter quelque chose. Parce que, évidemment, j'ai écrit un livre de 250 pages sur le voile. Mais je voudrais ajouter une chose, je ne sais pas si je l'ai dit dans le livre. Tout le monde n'est pas obligé d'être féministe. Mais moi, je ne suis pas contre le voile. Je suis contre les discours sur le voile, qui tendent à dire que c'est une porte pour la liberté des femmes. Alors moi, ça ne me gênerait pas du tout. Sauf si en arrière-pensée, il n'y avait pas l'idée de délégitimer le féminisme que je porte. C'est ça la question. C'est qu'en disant ça, on délégitime le féminisme, sans adjectif, ni avant, ni après. Parce que c'est ça le féminisme, c'est une pensée, et c'est une pensée radicale, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est un changement. C'est un changement. Ce changement, vous ne pouvez pas l'obtenir. Oui, on peut déminer, comme disait mon amie Nourdine Saadi, qui a beaucoup travaillé avec nous pour la préparation de la conférence de Pékin. Oui, on peut faire de l'interprétation de l'islam. Nous en avons fait pendant des années. On a essayé d'interpréter au mieux. On peut faire un déminage social. On peut parler de l'éducation. On peut parler de la santé. On peut parler de toutes ces questions qui sont nécessaires quand on veut aborder la question des femmes. Mais à un moment donné, il faut dire, et c'est un mot que j'aime beaucoup, il faut énoncer. Énoncer. C'est le mot clé de tout ce qui touche autour des droits de la personne humaine. Énoncer. Et dans la déclaration, dans le travail, parce que j'ai travaillé dans la division des droits de l'homme, la première étape, c'est d'abord l'énonciation. C'est de dire. Et c'est ce que j'attendais dans le Hilag.
c'est qu'il y ait un miracle, que tout d'un coup, on énonce. Quand j'intervenais dans le Hirak, je disais, nous ne voulons pas exercer la tyrannie de l'égalité. Nous voulons que le peuple énonce ce projet à long terme. Et nous y allons arriver, mais il faut d'abord l'énoncer. N'ayez pas peur. C'est le cadeau que les femmes peuvent faire au Hirak. Si le Hirak énonce ça, il a de grandes chances de devenir une révolution. S'il est incapable de se projeter dans un avenir qui dépasserait le problème essentiel de l'Algérie aujourd'hui, qui est le rapport des hommes et des femmes, hein, c'est ça le problème essentiel de l'Algérie, et on ne peut pas le cacher par le mot démocratie, hein, parce qu'une démocratie sans les femmes en Algérie, ça n'aura aucun succès. On ne peut pas cacher les choses. C'est ça. Alors, je suis peut-être un peu véhémente, un peu radicale, un peu passionnée. J'espère que ça se calmera avec le temps, parce que je n'ai que 80 ans, voilà.